Les amis, très content de vous retrouver en ce 31 décembre pour la dernière vidéo de l'année. Peut-être la première vidéo de l'année pour vous si vous la regardez mercredi. En tout cas pour moi, ce sera la dernière, ce sera mon dernier tournage. Et je voulais en profiter pour vous parler de plusieurs choses, pour vous remercier, pour vous montrer quelques chiffres, quelques stats, pour parler de cette belle année 2024 pour moi. J'espère qu'elle a été très très belle aussi pour vous dans votre vie personnelle et professionnelle. En tout cas, moi j'ai passé une très très belle année, vraiment. Et je comptais vous remercier dans cette vidéo et vous montrer quelques petites statistiques. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis, vous êtes ma communauté aujourd'hui. Vous avez le droit de savoir. Je pense que vous l'avez bien mérité après tout le soutien que vous m'avez apporté depuis même déjà 2022, 2023. Et puis, juste après, j'ai 2-3 annonces aussi à vous faire rapidement. Et puis, juste après, on parlera donc des joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'ils donnent en cette mi-saison? Quel est le petit bilan qu'on peut dresser sur les joueurs prêtés? Je ferai une update aussi à la fin de la saison. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça a donné sur l'ensemble de la saison. Alors on commence la vidéo par les chiffres et je voulais vous remercier parce qu'ils sont incroyables. Voilà, même si vous le savez, dans mon dernier live, j'en ai parlé, je suis pas assez satisfait de ce que j'ai pu produire, que ce soit le nombre de vidéos, même si on a été très très régulier. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Ça montre quand même la discipline. Après, voilà, c'est la passion aussi qui fait que je suis aussi, on va dire, discipliné et régulier. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Voilà, j'aurais pu faire plus de vidéos, parfois peut-être mieux dans mon contenu. Je suis assez exigeant, c'est vrai, mais je pense que ouais, j'aurais pu donner mieux. Maintenant, je suis quand même très très content des chiffres parce que en termes de vues, 1,4 million, c'est énorme et surtout on peut voir plus 56% par rapport à l'année 2023. Donc c'est ça, c'est le plus important aussi, c'est qu'on progresse par rapport à l'année 2023 et surtout le chiffre qui me marque. C'est pas les 15 000 abonnés, même si c'est beau, plus 15 000 abonnés, 47% de plus que l'année dernière, mais c'est surtout les 200,6K heures de visionnage. C'est-à-dire que je vous ai pris de votre temps, je vous ai pris 200 000 heures, mais c'est énorme, même si évidemment vous êtes beaucoup, 200 000 heures. Je me dis, j'ai fait des vidéos et il y a des personnes qui ont regardé pour l'équivalent de 200 000 heures. C'est énorme. Et ouais, c'est pour ça que je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur parce que ouais, vous êtes toujours présents depuis des années. Certains sont là depuis très longtemps, mais c'est incroyable depuis les débuts de la chaîne. D'autres rejoignent en cours et ça me fait trop plaisir de toujours lire les commentaires bienveillants, de voir la communauté quelque part qui s'est forgée autour de ça. Et c'est pour ça que on parle souvent des abonnés. Moi, ce que je regarde surtout, c'est les vues et les commentaires, même si on aime toujours que les abonnés augmentent parce que c'est l'image un peu, c'est le premier truc que certains regardent. On te demande pas combien tu as de vues, mais plus combien tu as d'abonnés. Donc forcément, on y pense. Et puis, il y a toujours ce trophée que j'ai envie d'aller chercher, le trophée des 100 000, évidemment. J'ai vraiment envie de l'avoir dans le décor. Mais ouais, 15 000 abonnés, c'est quand même énorme. 25 000 au total, presque 26 000, c'est énorme. Et je voulais vous remercier parce que voilà, toujours bienveillant, toujours derrière moi, que je me lance sur Twitch, que je fasse une vidéo, même les vidéos sur la Ligue 1, ça a été bien accueilli. On a parlé par moment de l'Olympique de Marseille, pareil, ça a été très bien accueilli aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Ligue 1 qui sont très contents que je fasse des vidéos sur la Ligue 1, qui m'ont fait des retours. Donc ça fait juste super plaisir. Et même de vous voir sur Instagram aussi, échanger avec vous dans ma vie privée. Certains me clashent un peu sur le fait que je sois célibataire, tout ça. Bref, ça me fait beaucoup rire et juste merci. Voilà, juste merci parce que on se rend pas compte, mais 1,4 million de vues, c'est énorme. 200 000 heures de visionnage, c'est énorme. Plus 15 000 abonnés, c'est énorme. 25 000, c'est plus que certains stades de Ligue 1. C'est exceptionnel et sur chaque vidéo, je vois qu'il y a toujours une communauté forte qui est derrière moi et juste merci parce qu'à la base, je suis personne, je fais juste des vidéos de foot, je donne juste mes avis et de voir qu'il y a autant de monde derrière moi, c'est juste exceptionnel et juste merci même pour le soutien par rapport à Unibet parce que je peux vous le montrer du coup. C'est quelque chose qu'on montre pas souvent, hein, mais moi, je vais vous le montrer. Vous pouvez le voir, les revenus générés par la chaîne. 4 172 € on a généré cette année. Ça peut paraître énorme, mais quand on divise par 12, c'est plus grand chose. Ça fait à peu près 300-350 €. Donc c'est déjà super, honnêtement, de pouvoir dégager cette somme. Il y en a peu qui peuvent se le permettre, surtout sur YouTube. Donc je suis déjà très content. Mais voilà, vous le savez, moi j'ai envie de vivre de tout ça. Ça me fait évidemment un peu plus avec Foot Central, Paris Central, Créateur de succès et tous les petits projets. Mais ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin de pouvoir vivre de ça, de ma passion. Donc, juste merci par rapport à tout ça. Et merci aussi à Unibet. Merci à vous pour avoir rentré le code Recoba sur Unibet. Et puis, j'ai un petit concours bientôt qui arrive sur Instagram. Je vous le communiquerai sur YouTube. Un maillot à gagner. Ça fait déjà 6 minutes que je parle. Je vais peut-être m'arrêter, mais juste, ouais, merci. Et j'espère vous rendre tout ça à travers mes contenus l'année prochaine, à travers d'autres super vidéos et pouvoir vous récompenser avec d'autres cadeaux, etc. Mais voilà, je vais donner le maximum. Et juste, je voulais vous dire un énorme merci. Vraiment, c'est profond, vraiment du fond du cœur et juste merci.
Ensuite, deux informations. La première, c'est la vidéo Mercato Ligue 1 qui arrive. Une recrue par club, ça arrive. Merci à vous de m'avoir proposé plusieurs besoins dans certains clubs. Je vous la sors normalement à la fin de semaine, vendredi ou samedi, grand max. Et petite information aussi, bon, c'est pas ça du tout. Hop, on enlève. J'aurais besoin, voilà les Parisiens, je vous sollicite. J'aurais besoin pour une vidéo qui va arriver la semaine prochaine en featuring avec quelqu'un que vous m'avez réclamé, qui va arriver. Donc j'ai besoin que vous me donnez 3 besoins. Donc soit en commentaire de la vidéo, soit je vous mets un lien en commentaire épinglé et vous pouvez aller directement sur ce lien pour écrire vos 3 recrues. Mais sinon, vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo. J'aurais besoin que vous me mettiez vos 3 recrues idéales pour 1. l'hiver, donc une recrue évidemment cet hiver qui est faisable. Deuxième recrue, vous me mettez une recrue que vous souhaitez cet été, donc là un petit peu moins faisable, qui n'est pas forcément faisable cet hiver, mais en tout cas qui sera faisable cet été. Et une troisième recrue, ça c'est votre recrue rêvée. Voilà, je jugerai vos 3 recrues avec mon invité spécial et la vidéo sortira la semaine prochaine. Donc voilà, vous me mettez 3 recrues, une pour cet hiver, une pour cet été et votre recrue rêvée. Voilà, 3 recrues. J'essaierai de mettre un maximum, on essaiera d'en juger un maximum et ça sortira la semaine prochaine. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, on est parti pour la vidéo. Voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on est parti. Let's go! On commence par Xavi Simons. C'est vrai que... Oh là, les pubs. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de Xavi Simons parce que la vérité, c'est qu'il y a des performances en demi-teinte et la vérité, c'est aussi qu'il y a eu une blessure. Donc, on va regarder un petit peu. Quand on regarde au niveau du championnat, 47% de fois dans le 11 de départ et 46% des minutes jouées. Mais en vérité, c'est parce que c'est le fait de sa blessure. Regardez au niveau des données de performance. Oh, les pubs, je n'en peux plus. Regardez les niveaux les performances. Donc, on se rend compte au final... Ah oui, aussi, petite information, donc j'ai contacté les comptes fans de ces clubs pour savoir un petit peu les avis qu'ils pouvaient avoir. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de retours. Bon, en même temps, c'est les fêtes et je suppose que pendant les fêtes, t'as pas forcément que ça à faire de donner ton avis sur Carlos Soler ou Juan Bernat. Je peux comprendre. Mais j'ai eu que 2 avis, un ou deux, je sais plus. Notamment un sur Moscardo qui est intéressant parce qu'en vérité on a plus quelque chose à faire de Moscardo que de Renato Sanchez, on va pas se mentir. Donc Xavi Simons, voilà, vous pouvez le voir au niveau des performances, on peut voir qu'il a démarré titulaire. Voilà, c'est un joueur important de Leipzig d'ailleurs à plusieurs positions, hein. Milieu gauche, milieu offensif, ailier gauche, ailier gauche, ailier gauche et milieu offensif. Voilà, c'est assez équilibré. Par contre, on peut le voir, il est beaucoup moins influent que l'année dernière. On seulement un but ici, un but face à Mayence et voilà, c'est Augsbourg et Mayence, hein, 15e et 12e. Et seulement une passe décisive. Voilà, pour un milieu offensif ailier gauche, ouais, ça la fout un petit peu mal, mais globalement, il était titulaire. Voilà. Malheureusement, il y a eu cette blessure à la cheville. On sait qu'il est écarté des terrains pendant encore un bon moment. Voilà, donc on le verra sûrement à la moitié de la deuxième partie de saison. Et on espère que cette blessure lui fasse du bien mentalement. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que Xavi Simons, il y a, je pense... Il est très jeune, hein, encore, il faut quand même s'en souvenir. Et je pense qu'il doit digérer. Parce qu'il est monté en flèche, on l'a encore vu là tout à l'heure sur la valeur marchande, il est à 80 millions de valeur marchande. Et il faut digérer. Voilà, c'est un peu l'enfant prodige. Il faut digérer un peu tout ça, ce nouveau statut. Il a joué avec les Pays-Bas titulaire pendant l'Euro. Il a fait un bel Euro, il a marqué en demi-finale face à l'Angleterre. On se souvient cette frappe magnifique dans la lucarne. Donc il faut digérer tout ça. Il y avait ce retour au PSG un peu avorté. Il y a eu Leipzig. Il y a eu aussi la volonté du Bayern de le recruter. Donc, il faut digérer un petit peu tout ça, ce nouveau statut, tout ce remue-ménage qu'il a pu avoir autour de lui. Et je pense qu'il a besoin de digérer. Voilà. Et il est aussi beaucoup plus attendu, comme Bradley Barcola par exemple. Il est beaucoup plus attendu. On sait que c'est un impact player quand même maintenant, même s'il est jeune. Donc, forcément que les équipes font un peu plus attention à Xavi Simons. Donc, je pense qu'il a besoin de digérer tout ça, avoir peut-être un peu moins de pression. Et avec ce retour de blessure dans un mois ou deux mois, ce sera peut-être mieux. En tout cas, on va scruter ça d'une belle attention parce que on verra cet été ce que ça va donner avec Xavi Simons, est-ce qu'il reviendra, est-ce qu'il repartira. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un début de saison en demi-teinte. Et puis après, il y a eu cette blessure. Et d'ailleurs, même en Ligue des Champions, alors je vais vous mettre, mais en Ligue des Champions, c'est un peu la même chose. Hop, en Ligue des Champions, c'est un petit peu la même chose avec, on le sait, hein, des résultats chaotiques pour Leipzig. Et on peut le voir ici, 3 fois titulaire face à l'Atlético, la Juve et Liverpool. Et malheureusement, 0 but, 0 passe décisive. Voilà. Donc ça montre bien qu'il n'y a que ici en coupe où on a un but, une passe D. Donc on se rend compte que c'est un début de saison vraiment en demi-teinte pour Xavi Simons. Et puis marqué évidemment par cette grosse blessure. Ensuite, on a le bon vieux Carlos Soler. Et pour le coup, vous allez peut-être être surpris, ceux qui ne suivent pas la Première Ligue et West Ham,
Mais Carlos Soler, les performances sont bonnes, les amis. Les performances sont bonnes. Et d'ailleurs, il y a eu un article, je vais vous l'afficher, je crois que je l'ai pris en screen. Il y a eu un article qui disait que West Ham réfléchirait à lever la clause de Carlos Soler et de le recruter donc pour une vingtaine de millions d'euros parce que les performances de Carlos Soler sont bien vues de la part de Lopetegui. Après, si je ne me trompe pas, je crois que Lopetegui s'est fait virer. Donc, faut affaire à suivre. Je vous l'afficherai si c'est le cas. Mais je crois que j'ai vu des bruits de couloir comme quoi Lopetegui était sur la sellette. Et je crois même qu'il s'est fait virer. Donc, je vous l'afficherai à l'écran si c'est le cas. Donc là, peut-être qu'on peut... vu que Lopetegui c'est un entraîneur espagnol, Soler est espagnol, peut-être que s'il y a un nouvel entraîneur, il fera moins jouer Carlos Soler. Mais comme vous pouvez le voir, regardez au début, au niveau du temps de jeu, là sur la droite, 20 minutes, 36 minutes, 45 minutes, 20 minutes, 29 minutes, etc. Et regardez, juste ici, voilà, depuis la 12e journée, il joue beaucoup plus. 84 minutes, 78 minutes, 62 minutes, 64, 56, 45. Et dernièrement, hier, face à Liverpool, hier ou avant-hier, face à Liverpool, 73 minutes. Voilà. Donc, vous pouvez voir que Carlos Soler, pour le coup, monte en puissance. Alors, au niveau de ses performances, beaucoup de supporters de West Ham se demandent pourquoi il est dans le 11, parce que la vérité, c'est que c'est des performances très mid, et même on peut le voir pour un milieu axial offensif avec quand même des libertés, on peut voir qu'au niveau des stats, c'est pas folichon. Voilà, seulement une passe décisive, 0 but. Donc, on voit que dans l'impact, c'est pas fou. Et beaucoup disent que, ouais, ils ne comprennent pas pourquoi Lopetegui le titularise, parce que c'est un joueur qui dégage rien. C'est un joueur très mid qui dégage rien. Il se passe pas grand-chose de la part de Soler, et donc ils ne comprennent pas forcément pourquoi il est titulaire. Donc, comme je disais, c'est sûrement le fait que voilà, il soit espagnol, Lopetegui est espagnol. Ça peut aider, je pense, comme avec Fabian Ruiz et Luis Enrique au PSG. Mais voilà, en tout cas, il joue de plus en plus, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui voulait le vendre cet été et qui n'a pas pu, qui a dû se résigner à le prêter. Grâce à ça, peut-être qu'il pourra être transféré définitivement à West Ham ou bien dans un autre club. Ça reste donc à suivre. On passe maintenant à Gabriel Moscardo. Et là, pour le coup, on est sur un autre type de joueur. On est sur un joueur qui vient d'arriver en Europe, qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain, qui a seulement 18 ans. Donc, on est loin du statut de Simons et de Carlos Soler. Et forcément, ça se ressent. Je préfère préciser ça parce que ça s'est vu au niveau du temps de jeu et on va écouter tout à l'heure un supporter du Stade de Reims qui va nous expliquer un peu ce qui se passe avec Gabriel Moscardo et nous apporter son expertise. Mais comme on peut le voir au niveau du temps de jeu, toute compétition confondue, c'est un petit peu compliqué pour Moscardo, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1. Déjà, on le sait, il est arrivé prêté et on peut le voir, blessure à la hanche. Il est revenu dans le groupe seulement le 20 octobre à la 8e journée de Ligue 1. Donc déjà, ça, on le savait. Pour les Parisiens qui suivent quand même assidûment le club et l'actualité du club, Moscardo, on le savait, il était déjà en délicatesse physiquement cet été depuis qu'il est arrivé et donc il a dû être soigné, etc. Et ensuite, il a été prêté, mais il était toujours blessé. Ensuite, je crois qu'il y a eu une rechute ou une autre blessure, donc à la hanche, qui a dû être traitée. Donc, le Stade de Reims, et je trouve que c'est bien, a pris des précautions, a pris le temps pour le remettre bien physiquement. Et de toute manière, un joueur de 18 ans qui arrive du Brésil, il a besoin de s'aguerrir physiquement. Et c'est ça aussi la différence. On entendra ce qu'il va nous dire juste après en vocal, mais c'est ça aussi, je tiens à le dire quand même, la différence. Parce que on peut revenir sur la déclaration de Cristiano Ronaldo et le championnat saoudien qui, soi-disant, met une tempête à la Ligue 1. Mais non. Et je crois que beaucoup ne se rendent pas compte du niveau des grands championnats, mais aussi du niveau de la Ligue 1. Parce qu'on peut bien mettre la Première Ligue, la Serie A, la Liga, la Bundesliga devant la Ligue 1, pas de problème. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la Ligue 1 et manquer de respect à la Ligue 1. Je pense qu'on ne se rend pas compte du niveau de la Ligue 1 et du niveau physique même de la Ligue 1 et même de la Ligue 2. On ne se rend pas compte. Et forcément, pour un joueur de 18 ans qui arrive avec un physique assez fragile, avec quelques complications, qui arrive du Brésil, qui doit digérer son transfert et qui a des soucis physiques à régler, c'est pas évident. Donc je trouve que c'est une bonne chose de la part du Stade de Reims d'avoir pris du temps avec lui et d'en prendre encore aujourd'hui. Le Redivisie, la Serie A au Brésil, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas l'intensité technique et physique de la Ligue 1, quand bien même au Brésil, ça met un peu d'impact, il y a de la qualité technique, etc. Ce n'est pas la Ligue 1 et bon nombre de joueurs, techniques ou pas, et d'entraîneurs passés par la Ligue 1 l'ont dit. Voilà, et
c'est important parce que moi, j'en profite aussi parce que la déclaration de Cristiano Ronaldo, ça m'a fait sortir de mes gonds parce que on se rend pas compte du niveau de la Ligue 1. Voilà, on a beau parler, machin, l'intensité physique, le pressing, les qualités athlétiques de nos joueurs et techniques aussi, parce qu'on a beau mettre en évidence les qualités surtout physiques des joueurs de Ligue 1, mais les qualités techniques, c'est pas rien. C'est pas rien. Et je pense que certains qui connaissent des joueurs de Ligue 2, de National, de N2, etc., le savent. Les joueurs de Ligue 1, ça ne rigole pas. Pour faire partie de la Ligue 1 de l'élite, il faut avoir une sacrée qualité technique. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que quand on est à la télé, on pense que c'est facile. Après, c'est tout autre chose au niveau de la réalité. Bref, petit aparté. Donc, on peut voir que voilà, petit à petit, il est revenu sur le banc et maintenant, il commence à faire quelques entrées avec face à Lyon 1 minute, 10 minutes face à Lens, 19 minutes face à Strasbourg. Et donc, il y a eu cette titularisation. Alors, il y a eu une titularisation à l'amicale aussi, il va nous le dire tout à l'heure. Et 75 minutes en Coupe de France face, c'est un club de National, si je ne dis pas de bêtises, ou de R3. Et donc, il était titulaire et d'ailleurs, il a même marqué après un bel enchaînement technique. Maintenant, ça reste évidemment un club de R3. Donc, on va voir. Il va y avoir sûrement un peu plus de temps de jeu la deuxième partie de saison pour Moscardo. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, je vais vous faire écouter le petit avis du supporter rémois sur notre bon vieux Moscardo. Moscardo, c'est un peu compliqué de faire une analyse vraiment poussée de son début de saison parce qu'il n'a pas beaucoup joué à Reims. Il a joué que 105 minutes et un autre match amical. Donc durant ces 105 minutes, il n'y en a qu'une trentaine en Ligue 1, donc on ne l'a pas beaucoup vu, on ne peut pas vraiment dire grand-chose sur lui, même s'il y a eu quelque chose d'intéressant dans ses entrées, c'était pas non plus des entrées phénoménales. Je sais que durant le match amical, que malheureusement on n'a pas pu voir, il a obtenu un penalty et marqué un but, donc déjà c'est une bonne chose pour sa confiance. Et là, lors du dernier match de Coupe de France, il a été plutôt intéressant parce qu'il a marqué un but où il a mis... je sais pas si tu as vu la vidéo du but, où il a été quand même assez technique, où il a fait des bonnes choses, mais on sent que des fois quand même il y a quelques bases où il y a vraiment des axes d'amélioration, notamment dans la conservation du ballon ou des passes intéressantes. Même s'il a fait un bon match, il y a quand même des axes d'amélioration. Et donc, s'il n'a pas beaucoup joué aussi à Reims, parce qu'il y a une grosse concurrence au milieu, le club, il essaye plutôt de développer ses jeunes. Et le coach Elsner aussi, il a dit que à Gabriel Moscardo, depuis son arrivée, il lui manquait quelques bases pour vraiment jouer en Ligue 1, avoir un niveau. Et donc là, il a dit que maintenant, il les a, qu'il est dans une forme optimale pour jouer en Ligue 1. Mais le problème, c'est que là, en deuxième partie de saison, va y avoir la Copa América U20. Donc, on va potentiellement perdre Moscardo pendant un mois. Donc, ça n'a pas eu facilité la tâche pour s'imposer dans le milieu de Reims. Surtout que là, selon des sources comme le Parisien, etc., le PSG pourrait déjà casser son prêt dès cet hiver. Parce que, comme j'ai dit, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il y a une grosse concurrence. Donc, Moscardo, c'est un joueur qui a l'air assez technique, assez intéressant, mais peut-être plutôt dans un profil un peu plus offensif. Le coach Elsner l'avait dit aussi qu'il le voyait peut-être un peu plus offensif que mieux défensif. Parce qu'il lui manque peut-être vraiment d'être impérial dans la conservation du ballon et distribuer le jeu finalement. Mais avec du temps de jeu, ça peut devenir un bon joueur. Et donc voilà, je le vois pas forcément s'imposer à Reims, mais c'est un joueur qui a des qualités et qui a montré des bonnes choses. Ensuite, ça va aller un petit peu plus vite parce que on passe à Nordi Mukiele. Et la vérité, c'est que Nordi Mukiele est sur des bases un petit peu comme la saison dernière. Et c'est dommage parce que, en fait, avec Mukiele, il y a deux choses. À la base, au niveau des deux prêts, par exemple, si on compare Soler et Mukiele, je pense qu'on aurait très bien pu se dire le vrai flop dans notre liste de prêts, ça va être Soler. Parce que voilà, on connaît son niveau, etc. C'est Carlos Soler. Et la vraie réussite, ça va être Nordi Mukiele. Pourquoi ? Parce que Mukiele est prêté à Leverkusen. On parle d'un club qui, depuis 1 an et demi, marche sur l'eau. Un club qui fonctionne très bien, qui est managé parfaitement, qui a un bon entraîneur, un super groupe et dans lequel qui joue très bien et dans lequel il est facile de s'adapter. Et on a pu voir l'année dernière déjà avec l'exemple de Josip Stanisic, prêté par le Bayern Munich au Bayer Leverkusen, qui a fait une top saison et qui est retourné ensuite dans son club du Bayern Munich. Ça aurait été, c'était sur le papier le prêt idéal pour Mukiele, qui a un profil similaire de défenseur axial, qui peut évoluer dans la défense à 3 dans l'axe droit et également latéral droit un petit peu plus haut. Donc c'était parfait pour le temps de jeu de Mukiele, parfait pour l'adaptation. C'est un championnat en plus qu'il connaît et finalement, pas du tout. Finalement, Mukiele est sur des standards similaires à l'année dernière avec beaucoup de sorties, moins de professionnalisme et on le regarde au niveau du temps de jeu, c'est famélique. C'est famélique sur le banc la moitié des matchs. 4 minutes ici, 45 minutes ici, 54 minutes ici, 11 minutes ici et 10 minutes ici. C'est pauvre. C'est très très pauvre pour quand même un club qui fait tourner en plus de ça. Pour un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes, pour un club qui fait tourner, c'est quand même famélique son temps de jeu. Donc ça prouve qu'il n'est pas à la hauteur. Il est clairement pas à la hauteur tant à l'entraînement, tant dans l'investissement, le focus, que le niveau. Et il y a ce match un petit peu référence, malheureusement, ça arrive tardivement, c'est face à l'Inter, où il a joué 90 minutes arrière droit et il a même
marquer. Voilà, et c'est lui qui donne la victoire 1-0. Donc peut-être que ça va lui insuffler une nouvelle dynamique, peut-être que l'entraîneur va compter, Xabi Alonso va compter un peu plus sur lui. Peut-être qu'enfin, il se dit, bon, va falloir se remettre à jouer au football après cette blessure qu'il a pu avoir là au mois de novembre. Il y a eu aussi ce match-là, 60 minutes face au Bayern Munich, où il joue donc 60 minutes arrière droit et il y a eu cette victoire 1-0, même si le Bayern était réduit à 10 avec l'exclusion de Manuel Neuer très rapidement. Mais bon, on est sur de l'amélioration, on va dire, au mois de décembre. Donc, on va espérer que Nordi Mukiele continue comme ça en deuxième partie de saison, parce que cette première partie, elle est vraiment pas bonne. Et si le PSG veut s'en séparer, si même Nordi Mukiele veut pouvoir retrouver un club intéressant l'été prochain, il va falloir montrer un petit peu plus. Ensuite, j'allais passer donc à Renato Sanchez, naturellement, sauf que je vais vous éviter, la torture, parce que Renato Sanchez, il a joué, je crois, 10 minutes, 15 minutes sur cette première partie de saison. Du Renato Sanchez, quoi. Blessé H24. Voilà. Allez, je vais vous montrer, hein. On va rigoler un petit peu. Renato Sanchez, qu'on avait oublié, mais oui, 6% des minutes jouées. Voilà. Voilà, Renato Sanchez. Voilà, blessure à l'ischio, 19 minutes, 45 minutes, puis blessure à l'ischio, il rate 3 matchs, 13 minutes, 1 minute, 6 minutes, et puis voilà, en ayant joué 20 minutes sur 3 matchs, blessure musculaire, et hop, c'est reparti. Donc, voilà, je pense qu'il y en a marre. Au niveau donc de Tcherendour, ça, c'est dommage parce que j'ai pas eu de retour de Beşiktaş, d'un compte fan de Beşiktaş, mais je vous garantis que j'essaierai d'avoir à la fin de la saison, on reviendra au mois de mai-juin, on fera un bilan et j'aurai les avis d'un professionnel du Beşiktaş. Mais pareil, alors c'est quand même mieux pour Tcherendour, c'est intéressant parce qu'à la base, je vous mets la déclaration du président, mais à la base, Tcherendour était absolument pas voulu par le Beşiktaş. Clairement, c'est encore une fois des jeux d'agents, etc., mais il n'était pas voulu par le Beşiktaş. Mais au final, il a eu quand même sa chance. Voilà. Alors malheureusement, ça n'a pas été concluant parce que on peut le voir, ça se voit très clairement. Là, il a démarré deuxième journée, quatrième journée, 23 minutes, 17 minutes en tant que donc milieu défensif. Et on peut voir que là, il a eu sa chance. Voilà. Et à un moment donné, sûrement dû à une blessure d'un titulaire de Beşiktaş, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes et 80 minutes. Donc, il a pu enchaîner 5 matchs d'affilée pendant 90 minutes, 4 fois sur 5. Donc, là, tu sens qu'on lui a quand même donné sa chance. Mais quand tu vois derrière sur le banc, 30 minutes sur le banc, 12 minutes sur le banc, 45 minutes, soit il y a eu le retour d'un titulaire, soit en tout cas, il n'a pas convaincu. Voilà, peu importe le retour du titulaire, si tu convaincs à ton poste et que tu es meilleur que le titulaire à la base, tu gagnes ta place. Malheureusement, Tcherendour n'a pas gagné sa place. Maintenant, ça reste un jeune joueur quand même qui a du potentiel. Lui, je pense que l'année prochaine, alors si le prêt est concluant, on verra en deuxième partie de saison, je pense qu'il faudra le vendre, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même du potentiel pour Tcherendour parce que physiquement, il est là. Il lui manque peut-être un petit peu de vitesse, de vivacité. Ça se ressent vraiment dans son jeu. Tu sens qu'il y a une vraie qualité de passe. D'ailleurs, il y a eu ces 2 passes décisives face à Antalyaspor et face à Galatasaray. Voilà, c'est quand même le leader du championnat, Galatasaray. Et Antalyaspor, c'est pour son premier match. Donc, tu sens quand même qu'il en a sous la patte. Et quand on a pu voir ce qu'il donnait à Benfica, avec l'Italie U20 aussi, avec les jeunes de l'Italie même en dessous des catégories, c'est un joueur quand même qui a quelque chose, quoi, qui a du ballon. Mais tu as l'impression que c'est un joueur un peu à l'ancienne, des années 90-2000. Un joueur qui est assez lent, qui a besoin de temps dans sa prise de décision. Et on est au haut niveau. Et comme je le disais dans sa vidéo de scouting, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est au-dessus du lot en jeune, mais au très haut niveau. Quand le rythme s'intensifie, quand il faut jouer plus vite, quand il faut courir plus vite, quand il faut faire plus d'efforts aussi, presser beaucoup plus, être plus dynamique, prendre ses décisions un peu plus rapidement, là, il faut se montrer au niveau. Et j'ai l'impression que Tcherendour, pour le moment, ça tâtonne un petit peu. Voilà. Maintenant, c'est un très jeune joueur. Il a que 20 ans quand même, il faut le rappeler. Et il a encore le temps de s'aguerrir. Maintenant, est-ce qu'il deviendra un top player pour jouer au Paris Saint-Germain, même jeune ? Je ne pense pas. Je pense que des gars qu'on a chez nous, par exemple, comme Seny Mayulu, sont prêts plus rapidement que Tcherendour. On passe maintenant à Ilyes Ousni, et pour le coup, lui aussi, qui est prêté au Havre, mais qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Voilà, 15%, 11 de départ, 12% des minutes jouées, et puis on peut voir, la plupart du temps, il est sur le banc. Voilà, 64 minutes par-ci, 70 minutes par-là, mais 8 minutes ici, 3 minutes ici, la plupart du temps, il est sur le banc. Donc, on sent lui aussi qu'il a que 19 ans. Voilà, c'est normal. Moscardo, 18 ans, Ousni, 19 ans, N'Dour, 20 ans. Point commun, très jeune, point commun, du mal encore à s'acclimater au très haut niveau, à se mettre au niveau, à la hauteur des exigences d'un top championnat comme la Ligue 1, d'un championnat majeur, parce que au Qatar, ça marque, parce qu'on le rappelle, il était prêté à Al Sadd, ça marque, 6 matchs, 1 but, voilà, ça peut faire l'affaire, mais en Ligue 1,
dans un championnat majeur, c'est un peu compliqué. Donc, il a 19 ans, donc on ne va pas l'enterrer. Mais pour l'instant, tu sens qu'il n'est pas au niveau. Et à mon avis, il sera comme Tcherendour ou bien même comme peut-être Moscardo, jamais vraiment au niveau d'un top championnat et notamment du Paris Saint-Germain, surtout d'un top club européen. Voilà les amis pour cette vidéo. Donc on va pas se mentir, on peut pas espérer grand-chose des joueurs prêtés. On va voir ce que ça peut donner en termes de valeur marchande, surtout avec Xavi Simons et avec Carlos Soler. Mais bon, pour Mukele et pour tout le reste, ça risque d'être compliqué de faire vraiment une plus-value ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va surtout essayer de limiter la casse. Voilà. Et puis on verra, on fera le bilan à la fin de la saison. Voilà, on fera le bilan à la fin de la saison avec un peu plus de feedback des supporters concernés, que je puisse vous apporter un petit peu plus de valeur et d'avoir vraiment le point de vue d'un supporter, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant. Voilà les amis, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Profitez bien. Attention avec l'alcool. Ne prenez pas la route si vous avez bu, évidemment. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci encore pour cette belle année. Merci pour tout votre soutien. On se retrouve très vite. Ciao.